Nouveau numéro de dialogue sur i24 News. Bonjour à tous. C'est le débat que les Américains et les observateurs de la campagne présidentielle attendaient depuis des mois. Et les deux candidats n'ont pas déçu, on peut le dire, les attentes des spectateurs. 90 minutes qui ont eu, selon 62% des interrogés, raison de Donald Trump. Nous allons revenir avec nos invités sur les grands moments de ce premier débat télévisé entre les deux candidats, mais aussi sur son impact dans la campagne électorale. Voilà, nous accueillons dans Dialogue Ali Wahed comme chaque semaine. Bonjour Ali et Freddy Eitan. Bonjour, vous êtes ancien diplomate et ambassadeur israélien, également directeur du CAP, Centre des Affaires publiques et de l'État en Israël. On va revenir avec vous, messieurs, sur les principaux tacles et attaques personnelles auxquelles se sont livrés les deux adversaires pendant le débat hier. Regardez. Je suis celui qui a réussi à l'obliger à présenter un acte de naissance et je pense que j'ai bien fait. Il a réellement lancé sa carrière politique en se basant sur des mensonges racistes, en disant que notre premier président afro-américain n'était pas un citoyen américain. Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie, je ne crois pas qu'elle ait l'énergie. Pour être président de ce pays, il faut une immense énergie. Dès qu'il aura voyagé dans 112 pays et négocié des traités de paix, des cessez-le-feu, des libérations de dissidents, de nouvelles opportunités aux pays du monde, ou encore passé 11 heures à témoigner devant un comité du Congrès, alors là, il pourra me parler d'énergie. Voilà, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut dire de ce débat et ce qu'on a vu dans la presse américaine et internationale, c'est que Hillary Clinton est apparue plutôt calme face à un Donald Trump sur la défensive. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Donald Trump n'était pas assez préparé à ce débat ? Écoutez, j'ai suivi comme de nombreux Israéliens hier soir, c'était une nuit blanche, à partir de 4 heures du matin, bien avant et après, pour avoir... Vous étiez devant votre écran à 4 heures du matin ? Évidemment. C'est tout à fait normal. C'était un débat passionnant et ça peut évidemment intéresser beaucoup de monde. Parce que c'est un débat, je dirais, historique. Pour la première fois, on a vu deux Amériques s'affronter, deux visions d'Amérique. L'un qui est, je dirais, un homme d'affaires face à quelqu'un qui a connu les rouages de la diplomatie et les arcanes du pouvoir avec son mari Bill Clinton. Donc il y a un face-à-face entre le problème, si vous voulez, des affaires qui concernent par exemple le commerce, qui concernent les taxes, qui concernent le chômage, etc., où on a vu que Donald Trump essayait et a réussi, si vous voulez, à passer des messages. Mais par contre, on a vu de l'autre côté les valeurs américaines. C'est-à-dire que Mme Clinton a représenté, si vous voulez, ces valeurs démocrates, libérales, qu'elle veut sauvegarder. Et elle a bien raison. Et que Donald Trump n'arrive pas à représenter, bien entendu. Et Donald Trump a été un peu, je dirais, dans le sens où il ne s'est pas préparé. Et il souhaite être spontané. Mais parfois, dans un débat comme celui-ci d'ailleurs, il faut quand même... Mme Clinton a souri à chaque fois où il était en colère parce qu'elle a mis en place. C'est la position d'Hillary Clinton. J'aimerais qu'on revienne dessus. On a vu Hillary Clinton sourire aux attaques de Donald Trump. Et c'est peut-être ça aussi qui a déconcerté le candidat républicain. Absolument, parce que je suis d'accord absolument avec M. Freddy Eitan. Hillary Clinton, pendant 8 ans, s'était préparée pour ce débat. Elle avait les débats de son mari. Elle avait l'expérience d'être la première femme des États-Unis. Elle avait l'expérience d'être absolument... Et en tant que secrétaire d'État américain. Mais je ne pense pas... on a vu les sondages après le débat donner la victoire à Mme Clinton. Mais comme vient de le dire Freddy Eitan, il y avait... ici était un débat entre deux Amériques. L'Amérique des valeurs, mais l'Amérique de la rue qui est soif à des messages comme vient de présenter Donald Trump, des messages qui touchent, si on peut le dire, à l'israélien, l'estomac du citoyen américain fatigué de la division interne, mais fatigué essentiellement de l'instabilité que pour la première fois touche les États-Unis, si on parle en matière de sécurité interne, si on parle en matière d'immigration, mais si essentiellement on parle en matière de la place des États-Unis dans le monde.
une place que Donald Trump, avec une certaine charisme, à mon avis, présente une vision meilleure que celle de Hillary Clinton. La question, est-ce que élite ou les Américains de la rue, ça c'est la grande question de cette campagne. On a vu Hillary Clinton assez différente des dernières fois où elle est apparue en public. Hillary Clinton, on lui reproche, et vous l'avez justement dit, de représenter les élites, de représenter la bulle new-yorkaise et de ne pas assez être en accord avec la population américaine. Est-ce que là, en attaquant Donald Trump, par exemple, sur sa vision, sur le fait qu'il n'ait pas fait de déclaration d'impôts, sur toutes ces déclarations racistes, est-ce qu'elle n'a pas réussi justement à changer un petit peu cette image d'élite qu'on a d'Hillary Clinton pendant ce débat? Écoutez, il faut comprendre comment ça se passe. Vous savez, tous les débats qu'on a connus historiquement, depuis Nixon et Kennedy, et continué avec Ronald Reagan et autres, je crois que Donald Trump a voulu présenter un nouveau Ronald Reagan dans ce sens-là. Et lui a essayé aussi de faire dépasser des messages aux indécis. C'est là le problème. Parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui, même tous les sondages, qu'ils soient de droite ou de gauche, démocrates ou républicains, il y a un certain match nul. Mais il y a beaucoup d'indécis. Et les indécis, ce sont, comme disait Ali Wackett, c'est-à-dire ce sont l'homme de la rue, la classe moyenne, qui hésite et qui boude la géographie et l'histoire. Et qui boudent le Moyen-Orient. Hélas, le Moyen-Orient qui est un chaos. On a vu à Khaleb, qu'est-ce qui se passe, le massacre en Syrie. Donc il y a là une situation où je crois que Donald Trump a essayé de faire passer certains messages, des messages courts, des messages qui essayent de toucher cette classe, ces indécis. Et sur ce plan-là, peut-être il a réussi. Maintenant, Mme Clinton a aussi une expérience diplomatique. Quand Donald Trump parle, par exemple, de la menace iranienne, quand elle dit « j'ai de l'expérience », lui répond « oui, votre expérience est mauvaise, c'est une mauvaise expérience ». Il est revenu d'ailleurs à plusieurs reprises sur l'expérience d'Hillary Clinton en lui disant « mais voilà, la preuve, vous avez eu un poste de pouvoir ». Et je crois, dans ce sens-là, il a raison, parce qu'il faut dire, et il faut dire clairement, la politique américaine aujourd'hui au Moyen-Orient, je parle bien du Moyen-Orient, est une faillite. C'est-à-dire que le président Obama n'a pas réussi à imposer la diplomatie américaine. Et Mme Clinton est responsable, y compris même en Libye, y compris dans d'autres, en Irak et un peu partout. Et là, ça part donc, elle a servi en tant que chef de la diplomatie. C'est un échec. Mais par contre, quand il parle, par exemple, de la Chine, quand il parle de la Corée du Nord, elle répond très rapidement, en rassurant le Japon, en rassurant les personnes, parce qu'elle se voit, elle, déjà présidentielle. Et c'est ça, c'est la différence. On va également revenir avec vous sur la rencontre de cette semaine entre Benyamin Netanyahou et les deux candidats qui ont, malgré tout, trouvé le temps de voir le Premier ministre israélien. Clinton, comme Trump, ont tous les deux joué la carte de la séduction et de l'alliance indéfectible entre les deux pays. On regarde ce sujet, c'est signé Oriane Cohen, on en parle juste après. Une poignée de main franche et amicale, c'est l'image qui ressort de cet entretien privé d'1 heure dans l'appartement de Donald Trump avec Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien en déplacement à New York a rencontré les deux candidats à l'élection présidentielle américaine. Avec Donald Trump, Benyamin Netanyahou a discuté des relations spéciales qui existent entre les États-Unis et Israël. Au cœur de leur conversation, sécurité, assistance militaire américaine et stabilité au Moyen-Orient. Le candidat républicain a assuré que sous son administration, la coopération stratégique, technologique et militaire serait excellente car elle considère Israël comme un allié crucial dans la guerre contre le terrorisme. Mais ce qu'il faudra retenir de cet entretien, c'est la promesse sous une administration Trump de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël et donc de déplacer l'ambassade américaine dans la ville sainte. Quelques heures après cette rencontre, le Premier ministre israélien, dans un souci de neutralité, retrouve Hillary Clinton. La candidate démocrate l'assure, un tiers État ne peut imposer une solution au conflit israélo-palestinien. Elle a également réaffirmé la nécessité de protéger Israël, un allié des États-Unis qui partage ses valeurs de démocratie, égalité, tolérance et pluralisme. Elle rappelle l'engagement de sa lutte contre les tentatives de délégitimation d'Israël, notamment au travers de BDS.
Voilà, ces deux rencontres qui sont déroulées à quelques heures d'intervalle, on a vraiment l'impression d'une compétition à qui sera le meilleur ami d'Israël s'il était le président des États-Unis. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'Israël soit un tel enjeu dans la campagne présidentielle? Ce n'est pas la première fois qu'Israël est au centre de au moins une partie de la campagne électorale présidentielle aux États-Unis, et ce n'est pas non plus la première fois qu'un candidat américain s'engage à faire passer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Ça ne s'est jamais passé. Les promesses durant les campagnes électorales, on en a connu. La question, est-ce que M. Trump, au cas où il est élu, il va s'engager à vraiment faire passer l'ambassade? Et contrairement à d'autres candidats, et surtout quand on discute avec les Palestiniens qui ont rencontré pas mal des Américains et des diplomates, pensent qu'il y a ce risque, entre guillemets, que l'administration américaine sous Donald Trump osera de faire passer l'ambassade à Jérusalem. Sera le premier à le faire, alors que... Absolument, mais vous savez, il ne faut pas tenir trop les promesses durant la campagne. Souvent, on en a ne se réalise pas. Voilà, cette promesse de reconnaître Jérusalem donc, comme capitale de l'État d'Israël. On va revenir également sur cette rencontre, cette double rencontre, Clinton, Trump et Netanyahou. Vous trouvez ça normal qu'un chef d'État, qu'un chef de gouvernement d'un pays étranger soit au centre de la campagne, même si on parle d'un pays allié? C'est quand même étrange cette relation entre Benjamin Netanyahou et les candidats à la présidentielle. Ce n'est pas étrange. Et puis je dirais, pour Jérusalem, c'est tout à fait naturel de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État juif. Ça va de soi. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Justement, c'est tout sauf naturel. C'est tout sauf naturel. C'est tout pour la totalité de la communauté internationale. Légitime et naturel. Alors donc, en passant, pour dire effectivement, concernant Jérusalem, mais il faut comprendre, il ne s'agit pas d'une intervention directe des affaires américaines. C'est quand même une légère interférence. Oui, mais la légère interférence était de l'autre côté aussi. M. Obama est intervenu lors de la dernière campagne pour Benjamin Netanyahou. Et donc, il y a des deux côtés... Qui a réagi absolument, qui a réagi à l'intervention de M. Netanyahou dans la campagne électorale américaine. Des deux côtés, donc il y a une chose. Maintenant, il faut comprendre que chaque personne qui se trouve, chaque dirigeant, et surtout un dirigeant israélien, nous sommes sur l'épicentre de la planète. Nous sommes là, dans le carrefour des événements qui se passent quotidiennement. Quand il y a une menace iranienne, quand il y a une guerre, quand le terrorisme frappe, ce nouveau fléau qui frappe tout le monde, toutes les sociétés, y compris. Donc, il est important de savoir... Là, on dit beaucoup qu'il est question aussi du vote juif, et qu'en accueillant Benjamin Netanyahou, en gagnant les faveurs du Premier ministre israélien, on s'assure aussi peut-être du soutien du vote juif. Je vais vous étonner. Il n'y a pas de vote juif en Amérique. Beaucoup d'experts vous contrediraient. Non, mais je vous dis pourquoi. Pour la simple raison, la majorité des Juifs votent démocrate. Et ils continueront à voter démocrate. Donc il y a, ce n'est pas le vote juif. Ils ne partagent pas les valeurs de notre Premier ministre. Cela peut basculer seulement, par exemple, en Floride. S'il y a, comme dans un mouchoir, à la fin, les résultats dans un mouchoir, et bien, comme on a vu avec Al Gore et George Bush Jr. Donc on peut éventuellement jouer dans la balance. Mais il n'y a pas de vote de masse. Donc les Juifs, non seulement votent vis-à-vis d'Israël, mais vis-à-vis de leur propre économie, comme les Juifs de France aussi. Il n'y a pas un vote homogène de tous les Juifs. Il y a ceux qui votent à gauche, ceux qui votent à droite, et on l'a vu dans les cas avec Mitterrand, avec Sarkozy. Mais peut-être que les Juifs en général aux États-Unis sont quand même plus sensibles à un président qui leur promettrait de renforcer les liens avec Israël. C'est normal, c'est une sensibilité oui, non, mais aussi un candidat comme Donald Trump est aussi un imprévisible. Et c'est là, on préfère sauvegarder ce qu'on a, et on connaît Madame Clinton, donc on préfère, pour les Juifs, on préfère avoir une personne qui a connu déjà Israël, qui connaît, et on connaît son mari. Il était pendant 8 ans président des États-Unis.
Un mot sur la réaction palestinienne suite à ces déclarations de Donald Trump et d'Hillary Clinton d'ailleurs. Les Palestiniens ont fustigé les deux réactions des candidats et ont déclaré, le Premier ministre palestinien, nous ne serons pas en effet de levier pour permettre aux candidats républicains de gagner le vote juif, justement, dont on parlait il y a un instant. Absolument, mais les Palestiniens savent très bien ce qu'on vient de dire. C'est vrai, ils étaient très fâchés avec ces déclarations et de Trump et de Mme Clinton, parce que toute la stratégie palestinienne consiste à l'heure actuelle en des actes unilatéraux à internationaliser le conflit israélo-palestinien. Saïd Eriket, elle est même jusqu'à dire ils oublient la solution à deux États et ils encouragent une solution d'un État absolument, absolument. Mais une fois ils sont pas devant la caméra, ils disent qu'on sait que ce sont des déclarations qui jouent dans la campagne électorale et ne reflètent pas vraiment la politique ni de Mme Clinton, ni la politique éventuelle de M. Trump. N'empêche, ils sentent qu'au cas où M. Trump sera le nouveau présidentiel, il y aura pas mal de risques que la question palestinienne sera à nouveau oubliée par l'administration américaine. Elle est déjà oubliée dans le monde. Vous savez, le président Obama aussi l'a oubliée pendant 8 ans. Et c'est ainsi. Pendant 8 ans, c'est un peu exagéré. Il a essayé, mais il n'a pas réussi non plus. Bon, merci beaucoup en tout cas, messieurs Ali Waked et Freddy Eitan d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Excellente semaine à tous en attendant sur i24 Minutes.